passé des jours à vous parcourir. Il y a deux portes d'entrée à cette inspiration, je dirais. La première, c'est vraiment ma collaboration avec Raphaël Thierry, l'acteur principal, qui est une personne que je filmais avant ce long métrage, puisqu'il a joué dans mes 3 courts métrages. Donc je pense que j'avais encore extrêmement faim et envie de poser ma caméra sur lui, de raconter des choses avec lui. Ce désir, il est vraiment né de notre rencontre, de notre envie de continuer. Et après, je dirais que sur ce qui est au-delà de la forme, au-delà de l'idée de travailler ensemble, c'est vraiment sur le fond. Je pense que c'est quelque chose qui me tenait très fort à cœur, les questions que pose ce film. Et je crois que le point de départ, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment définir, qui est quelque chose qui vous prend dans le ventre. Tout d'un coup, on a une sorte d'intuition, on se dit, enfin moi en tout cas, je me dis tiens, j'aimerais bien, ça m'intéresserait énormément d'inverser les choses entre la muse et l'artiste. Et ce qui me plaisait beaucoup là-dedans, c'était de pouvoir parler et du fait de, je pense, d'une certaine façon de la condition féminine, parce que nous, en tant que femmes, on est habitués à être un objet regardé, un objet désiré, et les hommes ne le sont pas. Et donc je me disais, mon féminisme et moi, on se disait, tiens, si on inversait les choses, les hommes, en voyant le film, ils pourraient beaucoup plus comprendre qu'est-ce que c'est que d'être à cette place. Et l'autre chose qui m'intéressait, c'était aussi comment... dans la création artistique, il y a quelque chose d'indéfinissable où on ne sait, c'est ni tout à fait une collaboration professionnelle, ni tout à fait une histoire d'amour. Il y a quelque chose, les frontières sont poreuses, on ne sait pas où on est. Il n'y a aucun dictionnaire qui peut exactement définir ce qui se passe là entre deux artistes. Donc c'est toute cette salade-là qui a été à la base de l'envie de l'homme d'argile. D'accord. Historiquement, vraiment dans les fondements du conte, dans la dramaturgie d'un conte, c'est toujours quand même extrêmement social. Je pense que c'est ça qui me plaisait énormément dans la structure du conte. C'est-à-dire c'est utiliser une forme qui est vieille comme tout, pour y mettre des problématiques aussi de notre époque et en même temps des problématiques qui sont aussi complètement intemporelles, parce que je pense que le rapport entre une muse et son artiste, c'est quelque chose qui a existé, qui existe et qui existera. Donc voilà, c'est un mélange des deux. D'accord. De base, la chose dont je voulais le plus parler, c'était de la potentielle vampirisation des artistes par rapport au sujet qui les inspire. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Et après, je pense que forcément, ça en découle puisque les personnages ne viennent pas des mêmes milieux sociaux. Et donc, il y a aussi cette histoire de domination de classe entre les deux. Mais si on regarde l'homme d'argile, je pense que au final, les classes sociales entre Garance et Raphaël n'existent pas du tout par la simple et bonne raison que elle et lui sont 2 artistes. Si on regarde bien dans le film, la première fois que vraiment elle va faire un geste vers lui, c'est quand il est en train de répéter sa cornemuse dans la piscine vide. C'est le premier pas physique qu'elle va faire envers lui. Et je pense que, en tout cas, c'est mon point de vue, dans la création, il y a un truc extraordinaire qui est que d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, quelle que soit notre classe sociale, tout est éclaté. On peut, en fait, on parle artiste, on se rencontre là, dans cet endroit-là, et je voulais aussi parler de cette chose-là, qui fait que les barrières sont complètement éclatées parce que on est en train de créer tous les deux. Ok. Donc cette communion des artistes, qui qu'on soit ou qu'on soit, quand on est artiste, on se reconnaît entre artistes, on est capable de se... J'en suis persuadée, ouais. C'est une belle façon de voir les choses. C'est très positif, je trouve. C'est complètement... la météo était complètement symbolique dans le film. Comme cet homme, il est beaucoup dans la nature et tout ça, il habite vraiment cette terre. J'avais envie que la météo soit comme la prolongation de son corps, comme le reflet de ses états intérieurs. Et donc, toutes les météos qu'on voit étaient déjà au scénario. Ça n'a pas du tout été en fonction de... donc on a énormément... c'est un film... comme c'est un conte, j'avais envie de travailler très fort aussi autour de l'artificialité des choses. Et donc, c'est quelque chose que j'emprunte pleinement au cinéma néo-réaliste italien,
Si on regarde par exemple les films de Rossellini, il y en a un en particulier qui s'appelle Les 11 Fioretti de Saint François d'Assise, où c'est incroyable, où on voit clairement que le film a été tourné en été, mais lui il a décidé que son histoire se passait en hiver, et donc t'as plein de petits moines comme ça en soutane, qui littéralement ont l'air de crever de chaud, et lui il s'en fout, il fait neiger par-dessus. Et ça me bouleverse, je trouve que c'est c'est un endroit du cinéma en tout cas qui me plaît énormément, quoi. Et donc on a beaucoup travaillé avec ça au film, et c'est assez marrant parce que les techniciennes et les techniciens, ils sont plutôt habitués à travailler en se référant au réel, donc en me disant oui mais non mais là c'est pas possible, ça n'existe pas, ça, voilà. Et donc c'est toujours de leur dire on s'en fout, on n'est pas en train d'essayer de recréer ce qui existe déjà, on est plutôt dans une recherche de créer un monde, un univers. Et j'aime bien cette phrase de Tolkien qui dit je ne raconte pas des histoires, je crée des mondes. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est comment l'espace du cinéma est aussi un espace où on est là pour créer son monde à soi, au-delà de l'histoire qu'on raconte. Ce que j'espère, il y a déjà tellement de belles choses qui se sont passées avec ce premier long métrage. Je veux dire, le fait qu'on ait démarré sa vie à la Mostra de Venise, le fait qu'on ait fait tous ces festivals, toutes ces rencontres, qu'on ait eu ces prix. Enfin, moi, je suis déjà complètement exaltée et très heureuse déjà aujourd'hui de ce qui se passe, des retours de la presse, tout ça. Donc, je suis... ce que j'en espère, c'est que en tout cas, dans sa fabrication, je l'ai vraiment créé en me disant j'ai envie de faire un film qu'on ne regarde pas avec le cerveau, mais avec le cœur. J'avais vraiment très envie que ce soit un film à la fois exigeant, mais très facile d'accès, enfin que n'importe qui puisse le regarder. Et j'aimais pas l'idée de laisser des gens de côté ou quoi aux caisses. Donc, ce que j'aimerais, c'est que, comme nous, on est on va dire un petit film qu'on a fabriqué avec peu de moyens, qui puisse s'installer durablement dans les salles pour que le bouche à oreille fonctionne et que ce soit pas l'éternelle morale du pot de fer contre le pot de terre. Voilà, comme par exemple Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, qui est un film pareil, qui a eu une petite sortie et tout ça, mais qui s'est installé sur la durée, et on le voit là, il a cette nomination au César. Donc, d'une certaine façon, j'ai envie de croire au miracle.